Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Horizon Ressources Naturelles. Quel est l'état des lieux de l'ITIE RDC? Aujourd'hui, beaucoup de gens s'interrogent depuis le statut de conformité de l'ITIE. Est-ce qu'on a conservé ces statuts jusqu'à ce jour? Actuellement, que l'on parle de l'évaluation de l'ITIE en RDC, est-ce que nous aurons encore le prix comme la fois passée? Autant de questions sont soulevées et nous en parlons dans cette émission avec deux invités de marque, le coordonnateur national de l'ITIE, Mme Thérèse Olen Agnong, et aussi le coordonnateur national adjoint chargé des questions financières administratives. Ils sont venus. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Moubenga. Marcel. Voilà, Mme Thérèse Olen, coordonnateur national de l'ITIE. Mais c'est comme si l'ITIE RDC, on n'en parle plus. Vous avez gardé silence. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, Monsieur Marcel Moubenga, pour la parole. Effectivement, nous avons pris les affaires, la direction du secrétariat technique de l'ITIE en octobre 2017. Et vous êtes du secteur, vous savez dans quelles circonstances, dans quelles conditions très difficiles nous avons pris les affaires en main. Et le pays était sous menace d'être suspendu à cause d'un dysfonctionnement qui avait duré près de 2 ans. Et c'est dans ces circonstances que l'on avait donné un délai au pays de soit changer de personne, de se décider si on tenait à rester ou à partir. Mais entre-temps, pendant 2 ans, il n'y avait pas eu d'activité. Quand nous sommes entrés, mon adjoint et moi, on nous a donné une feuille de route. C'était d'abord l'expédition des affaires courantes, l'organisation dans les meilleurs délais d'un atelier tripartite d'évaluation de l'état de la mise en œuvre en RDC et les perspectives d'avenir, la publication du rapport ITIE RDC à 3 mois. Parce que le 31 décembre, on devait à tout prix publier ce rapport, sinon le pays serait suspendu. Il y avait l'adoption du cadrage pour lancer la collecte des données devant servir à l'élaboration du rapport ITIE 2016, le recrutement d'un administrateur indépendant pour élaborer ce rapport, ainsi que la relance de la commission de réforme et l'adoption des textes dûment adaptés. Parce que pendant 2 ans, cette adoption n'avait pas eu lieu. Il y avait beaucoup de PV qui étaient en souffrance. Donc, on avait vraiment beaucoup de travail et on ne pouvait pas se mettre à communiquer. Comment vous êtes en sorti parce qu'il n'y a pas eu de moyens, vous qui êtes chargé des questions financières? Merci beaucoup, Monsieur Marcel, pour la question. Vous savez, quand on hérite une situation où il n'y a pas de finances, tout est fonction des moyens financiers. Sans moyens financiers, on ne sait pas organiser les activités. Sans moyens financiers, il y a le plan d'action qui est prévu. Il y a des activités qui sont prévues. Mais sans le moyen financier, on ne peut pas réaliser ces actions-là. C'est ce qui a justifié le silence que Alors, vous avez... comme Madame venait de le dire, nous étions en train de travailler d'une manière constante pour arriver à aboutir à un certain niveau de réalisation pour pouvoir maintenant être aujourd'hui, comme vous nous invitez, pour pouvoir rendre compte de ce que nous avons fait, suivant la feuille de route qui nous a été assignée. Imaginez-vous que nous avons trouvé des découvertes au niveau du compte bancaire, nous avons trouvé des dettes qui ont été engagées, qui n'étaient pas payées, presque 500 000 $ de dettes, de moyens. Comment l'ITIE, qui est le cadre légal pour la transparence, pouvait vraiment elle-même ne pas travailler dans la transparence? Non, bon, disons... En interne, bien sûr. Disons, en interne, quand nous parlons des dettes, il faut aussi dire qu'à un certain moment, au niveau gouvernemental, il y avait des difficultés au niveau des finances. C'est-à-dire, il y a eu 2 mois qui sont passés où la subvention ne venait toujours pas. Mais imaginez-vous, quand le mois passe, le bailleur ne va pas attendre. Il compte, il comptabilise, disons, ce qu'on doit payer pour le loyer. Quand le mois passe, on doit comptabiliser les salaires des agents. Les carburants, tout ce qui touche au fonctionnement. La survie. Ça ne va pas s'arrêter parce qu'il n'y a pas de fonctionnement. Donc, tant soit peu, on peut recourir à des dettes, on peut recourir aussi à... donc, on peut connaître toutes ces difficultés-là. Mais, il y a quand même certaines règles de bonne gestion qu'il faut appliquer. Si vous êtes battu, et aujourd'hui... Alors, nous avons appliqué ces règles de bonne gestion en collaboration avec Madame pour pouvoir relever tout ce défi-là. Il fallait beaucoup d'abnégation et beaucoup de réflexes managériels pour arriver à résoudre tout ce problème
comme nous l'avons résolu aujourd'hui, je crois au cours des questions que vous allez poser, nous allons démontrer qu'est-ce qui est fait concrètement jusque-là. À l'état actuel, aujourd'hui, quel est l'état des lieux des litiers? Allons-nous encore atteindre le statut de pays conforme à litier ou nous sommes déjà déclassés? Marcel, comme vous pouvez le remarquer, vous n'êtes pas un étranger, vous assistez à nos réunions du comité exécutif et vous suivez nos publications, vous entrez dans notre site web. Actuellement, litier se porte très bien, dans la mesure où, quand nous sommes arrivés, nous avons d'abord tenu à appliquer ce qui était dans la feuille de route. Il n'y avait pas de plan de travail pendant un long moment. Nous avons fait adopter un plan de travail qui devait aller d'abord jusqu'en juillet, parce que la validation initiale était prévue, devait commencer le 1er juillet. On a pris un plan de travail. Nous avons publié le rapport annuel d'avancement. Nous avons publié le rapport 2015. 2015, et tout le monde était satisfait. Nous avons recruté un administrateur indépendant. Nous avons enfin réglé le problème du référentiel sur les dépenses sociales. Vous savez que pendant des années, les entreprises, la société civile se battaient sur qu'est-ce qui pouvait constituer les dépenses sociales. Finalement, nous avons organisé des ateliers et de commun accord, par consensus, ils ont adopté un référentiel énuméré qu'est-ce qui peut être considéré comme dépenses sociales. Nous avons publié le rapport 2016 pour la toute première fois au monde qu'un pays de mise en œuvre publie par le secrétariat. Un rapport cassé en thématiques, selon les thématiques. La propriété réelle, les paiements sociaux. Nous avons publié ce rapport. Et nous continuons à travailler. Nous avons, à l'heure actuelle où je vous parle, déjà un projet de loi sur la propriété. Ah oui, c'est tout là, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur votre publication, la propriété réelle. Vous avez eu un prix, c'était vrai, mais des gens ont dit, mais il y a eu autant de prêtres. Non, les gens qu'on retrouvait là n'étaient pas dans leur réelle présentation de l'identité. Et comment est-ce que vous avez quand même tenu compte de cet aspect, de ces critiques? Bon, vous savez, tout travail humain n'est pas parfait. Toujours est-il que la RDC a été le tout premier pays à avoir tenté. Nous avons tenté pour la première fois, sans une loi contraignante, sans définition, sans rien. Nous sommes allés demander l'expertise du cabinet Mukendi Wafouana, qui nous a donné une définition, qui nous a donné un seuil, et nous avons publié ce que nous avons pu publier. Si aujourd'hui on peut critiquer, dire qu'il y a eu de prêtres, non ou quoi, moi je n'ai pas encore vu cette critique-là. Transmettez-nous cette critique par écrit et nous allons réagir par écrit. Monsieur Théodore Piana, vous avez ajouté? Oui. Je voudrais ajouter un mot sur les dépenses sociales. Vous savez que la mise en œuvre des litiers dans notre pays, le point de chute, c'est que les activités, le flux financier qui sont générés par les entreprises puissent contribuer, les entreprises extractives bien sûr, puissent contribuer au développement, puissent contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Alors, les dépenses sociales, il y a eu à un moment, nous avons fait, il y a eu à un moment l'équipe qui a eu à travailler, a fait des sondages. En 2012 par exemple, il y a eu 17 sociétés qui ont contribué, entre guillemets, aux dépenses sociales, parce qu'il y a d'autres dépenses qui ne sont pas normalement des dépenses sociales. Donc, sur les 17 sociétés, on compte sur 93, s'il vous plaît, 17 seulement, alors qu'il y a 93 qui sont, ou qui étaient sur le terrain, qui ont déclaré 28 millions 517 000 $. Nous allons en 2013, 42 millions, 20 sociétés sur 105 qui ont publié. En 2014, 47 millions, 24 sociétés sur 105. Donc, ici, et en 2015, 52 millions. Là, la tendance montait un peu parce qu'il y a eu un peu de volonté. 22 sociétés sur 117. Et en 2016, 25 ça baisse encore. 000, oui, 18 sociétés sur 105. Mais vous comprenez que ces flottements-là, il y a des sociétés qui ne veulent pas contribuer aux dépenses sociales. Mais il y en a d'autres quand même qui ont manifesté un début. Quand vous parlez de dépenses sociales, ça sous-entend quoi? Les dépenses sociales, ce sont l'offre que les sociétés
minières qui exploitent mettent à la disposition des communautés locales pour réaliser certains travaux. La construction des hôpitaux, des responsabilités sociétales. Okay. Ouais. Mais à un moment, ça se faisait quand même en désordre. Parce qu'on n'avait pas de référentiel, comme madame venait de le souligner, sur les dépenses sociales. Qu'est-ce qu'on appelle dépenses sociales? Le fait d'acheter une moto à un chef coutumier ne constitue pas une dépense sociale. Une église? Une église, bon, là c'est discutable. C'est mitigé. C'est mitigé. Et, oui, mais il faut... Qu'est-ce qui donne le montant? Donc vous allez dans le système où l'entreprise déclare ce qu'elle a investi en dépenses, et qui établit maintenant le contrôle, la vérification? C'est la communauté qui se dit, mais écoutez, nous avons vu cette église, nous avons évalué, ou nous avons reçu l'argent, telle quantité ou tel montant que nous publions aussi, ou comment? Voilà. Parce que là vous anticipez sur l'impact des litiges. Vous anticipez. Dans les codes miniers, il est prévu une disposition où les sociétés doivent payer 0,3 de leur chiffre d'affaires qui doivent verser et qui doivent contribuer aux dépenses sociales. Chaque année? Oui, chaque année. Donc, 0,3%. Ce fonds sera géré par une institution agréée. Mais tel que ça se faisait avant, c'était une déclaration volontaire. C'était une déclaration volontaire. Or, maintenant, la déclaration devient contraignante puisque la base des calculs, c'est les 0,3%. On doit voir, est-ce que ce qu'on a dépensé, est-ce que ça représente le 3% ou pas? Alors, nous avons, puisque je disais que nous je voulais poser la question, avant que vous puissiez répondre, est-ce qu'il y a des sanctions prévues pour des sociétés, par exemple, qui ne contribuent pas? Oui, là maintenant c'est prévu. Bon, nous allons maintenant, il y aura toute une question, je pense qu'on va parler de ça. Oui. Donc, il y a quand même des sociétés qu'on doit remercier, quand bien même elles le faisaient, mais à petit feu. Il y a TFM par exemple, il y a Frontière, il y a Max Boni, Boss Mining, il y a Kibali, il y a Momi. Ces sociétés ont tenté quand même de faire certaines actions. Un faible commencement. Mais maintenant, nous voudrions avec ce qu'on a inséré dans les codes miniers, que cela soit contraignant, qu'on sache le montant qui est mis à la disposition des communautés locales. Est-ce que ça représente les 3% et ça? Mais il y a quand même un faible commencement. Oui. Ce qu'on va demander, c'est aux autres sociétés qui ne se livrent pas à cette pratique-là, de rejoindre les autres qui ont commencé avec ce faible commencement. Alors, si quelqu'un qui nous pose la question de savoir, mais l'État congolais reçoit les taxes, les sociétés ou les entreprises extractives payent des taxes à l'État congolais et qu'elles sont là pour faire des intérêts. Et que le 3%, évidemment, les 0,3%, c'est des montants qui sont payés, mais ça pouvait faire mal l'objet d'un débat parce que dans les taxes, il y a la rétrocession à des provinces d'où l'extraction est faite. Ça pouvait aussi contribuer au développement de ces contrées. Oui, là c'est une manche, c'est une part de choses. Quand nous parlons de 0,3%, vous savez, au niveau que ce soit national que provincial, il y a un plan national de développement où on prévoit les activités qu'on doit faire dans chaque domaine, les domaines des infrastructures routières, les infrastructures par exemple de l'éducation. Il y a des montants qui sont prévus dans le plan de développement. Mais on ne demande pas à ces sociétés de répondre à ce plan de développement d'une manière totale. Non. Ces activités, ces 3% qui sont versés, les 0,3% qui sont versés, sont gérés au niveau local. Et au niveau des litiers, nous avons eu à travailler avec la société civile, avec les parties prenantes, pour déterminer les modes de gestion de ce fonds-là. Parce que c'est un fonds qui est créé, mais il faut déterminer le mode de gestion. Quels sont les organes qui doivent gérer? Donc, il y a l'Agence nationale de l'environnement, par exemple. Il y a les fonds sociaux. Donc, alors, je vois madame, vous voulez rectifier quelque chose ou ajouter? Non, je disais que là, on a expliqué un peu ce qu'on a fait depuis une année. Donc, on a eu à travailler dur. Même les partenaires l'ont dit. Nous étions en déplacement, on est rentré, on a vu dans la phare de litier, c'est plein. Il y a eu beaucoup de travail, on a eu beaucoup d'ateliers. Vous connaissez le système de litier. C'est une tripartite. Donc, tout ce que nous faisons, les trois parties doivent contribuer. Voilà.
Donc, dès que le secrétariat prévoit l'ébauche, il faut que toutes les parties... Nous avons relancé le groupe technique de travail aussi. C'est parmi les réalisations que nous avons faites. Voilà, madame, vous êtes en pleine validation. Il y a M. Badi qui est à Kinshasa. Je dois être parti à Lubumbashi. Donc, toute l'équipe est là pour la validation de la RDC. Comment ça se passe? Effectivement, les horizons sont prometteurs. L'équipe du secrétariat international est arrivée. Avant même que cette équipe ne vienne, nous avons envoyé toute la documentation. Nous avons posté tout dans notre site. Et ils ont déjà fait des commentaires pour dire que le travail que vous avez fait, c'est un travail impressionnant. C'est un travail impressionnant parce que le volume de travail et la qualité de travail, déjà, nous-mêmes, avant la validation, nous avons fait 2 fois l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, la première auto-évaluation a été faite avec NRGI qui nous a soutenus. Merci beaucoup à NRGI. Et ensuite, le secrétariat international, M. Badi était déjà là. Et lorsqu'il avait pris la parole à cette époque, il a dit « Très peu dans le monde, j'ai vu une qualité de travail comme ça. Vous avez été dur envers vous-même. » Quand on s'évaluait, ce n'était pas la blague. Nous nous critiquions à un niveau et nous avons eu des mesures correctives. Nous avons essayé d'appliquer ces mesures correctives dans le rapport 2016 et nous sommes convaincus que cela va bien se passer. À l'heure actuelle, M. Badi est arrivé le 3 et il a consulté déjà une bonne partie. À Kinshasa, il a terminé ses consultations avec toutes les souches, les couches de la société, toutes les couches des parties prenantes qu'il devait rencontrer. Il a dit qu'il a eu des très bonnes discussions avec ces personnes-là et il n'a pas cessé de vanter le travail que nous sommes en train de faire. Mais on ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf. On est très positif, on sait que la validation va très bien se passer. Et pour information à nos téléspectateurs qui ne savent pas de quoi on parle, chaque année, 2 ans, chaque 2 années, l'ITIE international, qui est une norme à laquelle un pays déclare volontairement d'adhérer. Dès que vous adhérez, vous acceptez aussi que chaque 2 ans, le secrétariat international envoie des validateurs indépendants pour venir vous évaluer. Si vous continuez toujours à garder le standing de cette norme-là. Et c'est maintenant, cette période, ça a commencé le 1er octobre dans notre pays, où nous avons une délégation ici du secrétariat international qui est venue pour nous évaluer, pour constater si on est toujours un pays, on a changé. Avant, c'était pays conforme. Maintenant, c'est pays satisfaisant, progrès significatif. Si on fait des progrès satisfaisants, significatifs, ou si très peu de progrès, ou bien sans progrès. Il y a 4 notes. 4 notes qu'on donne. Et ils sont en train maintenant, ils sont allés là où la mise en œuvre se fait réellement sur terrain. C'est au Katanga. C'est là qu'il y a beaucoup d'ONG qui sont impliquées dans la mise en œuvre et dans les ressources extractives. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, madame, mais je crois que M. Théodore va aussi compléter. Mais face à toutes les personnes, tous ceux qui soulèvent des questions selon lesquelles la RDC, c'est un pays immensement, naturellement, avec des potentiels, des ressources naturelles riches, mais qui ne rapportent pas grand-chose à la survie et au développement du Congo. Les nombreuses richesses qui sortent du pays, même le chef de l'État en 2013 l'avait dit, qu'il y a une activité intense dans les secteurs miniers. Mais bon, la population ne ressent pas toujours. Est-ce que dans vos validations, en ce moment de discussion, est-ce que vous en tenez compte? Et vous tenez compte de cet aspect parce que les gens se disent, mais oui, il y a transparence, il y a ITIE, il y a une initiative pour la transparence dans les industries extractives. Est-ce que ça peut ramener les gens à comprendre que le Congo est riche, mais comment nous ne sentons pas les résultats de ces richesses? Effectivement, c'est le cas, le constat, ce n'est pas seulement au Congo. D'abord, l'ITIE en elle-même, l'initiative, est née sur base de cette réflexion-là. La société civile, les gens se sont levés pour constater que les pays qui étaient scandaleusement riches, qui avaient beaucoup de matière, ce sont les pays où il y avait plus de pauvreté, où il y avait des guerres, et qu'il fallait en finir. C'est comme ça qu'on a créé l'initiative pour la transparence dans les ressources extractives. Mais dans cette matière de gestion de ressources extractives, il y a beaucoup de notions qui interviennent. Nous venons d'une grande conférence africaine sur la propriété réelle à Dakar, où le président de Libéria qui a pris la parole, le président de Sierra Leone qui a pris la parole, il a dit ouvertement, il a dit, dans ces histoires-là, nous, on négocie. Mais les gens qui viennent négocier avec nous, les multinationales, ils ont aussi leur agenda. Nous, par exemple, on n'a pas des spécialistes qui analysent ces contrats-là à fond. Des spécialistes qui savent comment analyser ces contrats, les tenants, les aboutissants.
on n'a pas beaucoup de spécialistes en la matière. Faiblesse en capacité. On n'a pas cette capacité-là. Il y a beaucoup, eux, ils viennent avec les moyens. Nous, on a les potentialités. Eux, ils ont les machines, les moyens et tout ça. Parfois, on négocie en conditions de faiblesse. Donc, tout ça, on doit en tenir compte. Vous voyez que ces dernières années, dans notre pays, il y a eu beaucoup de réformes. Beaucoup de réformes. Il y a eu un nouveau code des hydrocarbures, un règlement des hydrocarbures, un nouveau code minier, un nouveau règlement minier, sans compter beaucoup de lois sectorielles. C'est pour ce constat-là. Les gouvernants ont dit que cette fois-ci, ces ressources doivent profiter. Nous étions avec vous à Indaba, à Cape Town, effectivement. quand on a suivi le ministre de Mines du Congo, parce que c'était la semaine où on venait de lancer le nouveau code minier. Tout le monde parlait, le ministre a pris la parole. Le PCA de la GECAMIN, ils ont pris la parole, ils ont dit, c'est fini cette histoire d'être toujours pays scandaleusement riche, pays ceci, et que cette richesse ne profite pas aux nationaux, aux ressortissants de ce pays. Ce code, nous l'avons fait de manière à ce que, s'il est appliqué, que enfin nos richesses puissent nous profiter. Voyons voir. Voyons voir, c'est le même discours avec M. Théodore. Oui, presque dans le même sens. C'est-à-dire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la validation, on essaie d'évaluer la performance. Au niveau de la validation, on essaie de voir si nous avons respecté les exigences de la norme. Et on arrive aussi à examiner, est-ce que tout ce qui a été fait sur le terrain, est-ce que ça a eu un impact? Donc la question que vous avez soulevée tout à l'heure, c'est une question touchant à l'impact. Voilà. Et alors, si vous... Oui, allez-y. Oui. Donc, l'impact, c'est comme madame vient de le dire. Aujourd'hui, dans les codes miniers, je crois que c'est l'article 7 terre, où on a inséré les notions de transparence, notions de, disons de redevabilité et de traçabilité. C'est pour que les secteurs soient améliorés et surtout que ces mesures qui sont prises sont maintenant contraignantes, assorties des sanctions. Donc, l'ITIE, ce n'est pas une fin, c'est un processus. Nous sommes en train de revoir les cadres juridiques, les cadres légaux, juridiques, institutionnels, réglementaires. C'est ce qui va permettre à ce qu'on puisse essayer d'améliorer la façon de gérer nos ressources. Les résultats sont vrais. À ce jour, peut-être que ça ne peut pas être très très palpable sur le terrain par rapport au développement que je venais de souligner tout à l'heure, la contribution de l'amélioration des conditions de vie de population. Mais au moins déjà, c'est un processus où nous avons eu beaucoup d'acquis, comme madame venait de le souligner. L'impact sur la législation, par exemple. Voilà, parce que vous parlez... Et les bonnes pratiques. Oui, vous parlez de l'impact. Est-ce qu'effectivement, vous pensez que la population ressent l'impact de l'ITIE dans la gestion des industries extractives par rapport au développement des communautés locales? Oui, parce que... Comment? Il y a des sociétés, comme je venais de le souligner tout à l'heure, qui ont anticipé, qui ont commencé par répondre. Il y a des sociétés, quand vous voyez TFM, il y a les activités qui ont été réalisées dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'emploi, par exemple, de prise en charge de travaux de femmes, les activités pouvant leur permettre de se prendre en charge. C'est comme la société Kiko à Kipushi hier, ils ont on le fait. des bancs, des matériels maintenant, dans le cadre scolaires. de l'ITIE, nous voulons que cela soit structuré, que cela puisse se faire avec beaucoup de ponctualité et d'exhaustivité aussi. Donc c'est ce que nous sommes en train de tendre à cela, mais déjà avec ce que nous avons déjà fait, nous pensons que nous sommes vraiment sur la bonne voie. Nous avons beaucoup les gens voulaient ajouter. Oui, allez-y. Monsieur Moubenga, je voulais ajouter que l'impact de l'ITIE d'abord, vous le savez, vous êtes né ici au Congo. Moi, je suis né ici, il est né ici. D'abord, à l'époque de la Deuxième République, qui pouvait se permettre de savoir la GECAMIN paye combien à l'État? Quels sont les revenus de la GECAMIN? Aujourd'hui, n'importe quel passant, même nos petits vendeurs de rue, peuvent dire d'ailleurs, GECAMIN Bolier autant. C'est parce que maintenant, c'est public. Ce n'est plus un secret. Il y a eu la transparence dans ce secteur. Quand vous allez à l'Itour, Kibali Gold est là. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de réalisations sociales. Et chaque fois quand nous allons pour les 3 mois, la réunion, les gens témoignent, se disent que moi, j'ai été préfinancé.
Kiba Ligod envoie des élèves, des ressortissants de là pour aller étudier dans le secteur extractif avec des bourses pour revenir plus tard être cadre là. C'est l'impact de l'ITIE. Dans le débat social, dans le débat communautaire, nous avons des non-représentants qui sont à Mwanda, qui nous disent que même nos radios communautaires utilisent les rapports ITIE pour dire que voilà, vous avez payé autant, vous avez déclaré que vous avez fait telle dépense alors que ce n'est pas ça. Tout ça, c'est l'impact de l'ITIE. L'impact de l'ITIE dans les universités, combien de mémoires aujourd'hui qui se font sur les ressources extractives. Et puis, quand vous lisez le rapport ITIE depuis 2007, vous voyez comment les recettes vont crescendo. Crescendo, on était allé de autant, jusqu'à atteindre des montants importants. Tout ça, c'est l'ITIE. Les sociétés, les entreprises elles-mêmes nous disent, on était à Indaba 2, ils disent, mais nous, merci au moins qu'il y a l'ITIE. Parce qu'on payait tout le temps l'argent, mais les gens nous accusaient de ne jamais payer. Maintenant, on peut retracer nos paiements. On peut vous indiquer la banque où on avait payé. Vous allez là-bas, vous voyez les relevés, vous comparez avec ce que nous vous donnons ici. Donc, l'ITIE a beaucoup fait. Alors, l'ITIE est resté une affaire des intellectuels, des intellos, les étudiants, les professeurs, les chercheurs, évidemment, les gens qui sont dans les sites d'exploitation, d'extraction minière, ces creuseurs qui n'ont pas étudié. Comment vous disséminez aussi ces données pour que ça devienne une affaire de tout le monde? Sinon, ça reste une affaire des intellectuels. Ceux qui peuvent lire vos rapports. Marcel, vous savez que nous faisons des disséminations. Ces disséminations ne se font pas nécessairement dans les milieux des intellectuels. On part dans les communautés. Quand on traite avec les chefs coutumiers, par exemple, à Mwanda, il y a toute une structure de gestion des dépenses, tout ça qui a été créée, avec les chefs de village, le chef de clan, et tout ça, ce ne sont pas des grands intellectuels. Mais ce sont des personnes qui ont toujours été utiles dans ces sociétés-là. Quand on vous dit qu'à Lituri, on a renforcé par exemple des élevages, une personne qui dit maintenant j'ai autant de poules, autant de chèvres avec les fonds que Kibali m'avait prêté, ce ne sont pas des grands intellectuels, c'est tout le monde qui bénéficie de l'ITIE. Voilà, M. Théodore, et parfois vous avez engagé un administrateur indépendant, et dans ses travaux, j'étais l'autre fois à la réunion du comité exécutif, déjà il y a des écarts. Il y a des écarts, et comment l'ITIE va faire si ces écarts perduraient? Bon, les écarts, là je peux dire qu'il y a déjà des évolutions. Les écarts, c'est sur un petit nombre d'entreprises. On a eu à résoudre ces écarts jusqu'à, je crois, nous sommes à 80 ou 85%. C'est déjà beaucoup. Oui. Alors, les autres écarts, nous sommes en train, avec l'implication, l'expression de la volonté politique de nos autorités, notamment le ministre des Mines, le ministre du Plan, ils sont en train de forcer pour que ces écarts-là puissent être réduits. Il y a des lettres qui sont écrites pour faire un forcing auprès de ces sociétés-là qui traînent encore le pied, mais il y en a qui répondent déjà. Déjà hier, il y a eu 2 ou 3, j'ai reçu 2 lettres de sociétés qui ont transmis leurs dossiers. Alors, donc, les états financiers. Donc, il y a quand même une évolution. Comment vous faites pour que vous vous rendiez compte que ces états financiers que les entreprises vous envoient sont réellement ce que ça devait être? Oui, merci Marcel, mais nous avons tout un dispositif que le comité exécutif avait pris pour sécuriser. Il y a d'abord la fiabilité. La fiabilité, c'est qu'il faut que la plus haute autorité de l'entreprise puisse signer et que ces états doivent être audités. Audités par la Cour de compte, audités par des auditeurs reconnus. Donc c'est comme ça que nous sécurisons. Ça, c'est pas n'importe quels états financiers. Ce sont des états financiers qui sont devenus authentiques. Et nous savons que quand une autorité de ce niveau donne ces états financiers que c'est faux, on peut le poursuivre. On peut le poursuivre pour faux en écriture. Ce sont les dispositions que nous avons prises. Oui. Ouais. Je vais toucher, en répondant à cette question, aux acquis. Un des acquis. Un des acquis au niveau du secrétariat technique sur chez nous, c'est les logiciels que nous avons mis en place pour le traitement des données. Transparence. À l'époque, on allait avec des fiches auprès des entreprises, on leur laissait le temps
ils remplissaient, on allait faire les ramassages et on traitait les dossiers, et donc plutôt les données manuellement. Mais aujourd'hui, c'est une innovation, une grande innovation qui est vraiment approuvée, qui est mondialement appréciée. Nous avons eu des félicitations par rapport à ça. J'étais une fois au Sénégal. En tout cas, on a eu vraiment de félicitations de cet outil de collecte et de traitement des données. Donc, maintenant, les entreprises n'ont plus du grand travail à remplir le fichier comme ça se faisait avant. Il suffit seulement d'accéder à notre site. Il y a la rubrique télé-déclaration. Ils cliquent et à partir de leur bureau, quand ils sont connectés sur Internet, ils téléchargent leurs données. Ah bon. Et quand les données sont collectées, ils sont traités. Et c'est à ce moment-là que quand on va inviter un administrateur indépendant, on va engager un administrateur indépendant, qu'il va essayer maintenant d'aller en profondeur pour déterminer ce qu'il y a des écoles et tout ça. En lui-même montre déjà là où il y a le problème. Oui, où il y a les problèmes. Le transparentiel montre là où il y a le problème et nous identifions directement, on contacte la société. Et c'est comme ça qu'en 2010, on a pu retracer un montant de 80 millions. Comme ça, grâce à ce logiciel-là, que le gouvernement a acheté, a mis à la disposition de l'ITIE. Et ça a facilité beaucoup de travail. Voilà, mesdames, messieurs, vous qui venez vous joindre à nous encore, nous disons que nous sommes dans ces studios en train de parler de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives l'ITIE. Et aujourd'hui, 2018, quel est l'état des lieux de cette initiative avec la validation qui est en train de se poursuivre en RDC? Est-ce que nous allons connaître le succès comme le succès du rapport de 2014 qui a été publié en 2016 et où la RDC avait atteint le statut de pays conforme à l'ITIE? Et aujourd'hui, les mentions, on est à 4 mentions. Il faut un pays qui est en progrès. Satisfaisant. Un pays satisfaisant. Significatif. Progrès significatif. Très peu de progrès et sans progrès. Et sans progrès. Et quelle sera la mention accordée à la RDC? Si c'est un pays satisfaisant, ce sera la grande distinction. Un pays... en Afrique, jusque-là, il n'y a que le Sénégal qui a eu cette mention. Jusqu'à ce jour. Et c'est pourquoi vous étiez même à Dakar. Vous avez participé à une grande réunion à Dakar. Comment ça s'est passé? Oh, merci beaucoup. On est allé à une très grande réunion sur la propriété réelle d'abord. En Afrique, la divulgation de la propriété réelle, parce que vous le savez, le 1er janvier 2020, la divulgation devient obligatoire. Ah bon. En prélude de ça, il fallait déjà... Pour tous les pays. Pour tous les pays de mise en œuvre. Alors, en prélude de ça, comme le Sénégal aussi était pays satisfaisant pour la première fois en Afrique, pour les honorer, nous sommes allés, ils ont accepté de prendre cette réunion-là. Nous sommes allés là d'abord, avant cette réunion, il y a eu la réunion des coordonnateurs. La réunion des coordonnateurs de tous les pays du monde. Et à cette réunion, la République démocratique du Congo, par mon biais, a partagé l'expérience de la RDC. L'expérience, c'est de rédiger le rapport par le secrétariat technique. Et vraiment, c'était des moments très fastidieux. Très fastidieux parce que le secrétariat international a beaucoup vanté cette initiative et qui est actée aujourd'hui comme une bonne pratique. Modèle. Une pratique modèle, et on a demandé à tous les pays d'essayer cette expérience. Nous avons expliqué comment nous sommes pris, comment toutes les parties prenantes des recoins de tous les pays ont participé à l'élaboration de ce rapport, comment on a fixé l'agenda à des dates précises, on a envoyé le projet et tout le monde a amélioré, comment on a intégré, on a renouvelé le groupe technique de travail, parce que c'était difficile d'avoir tout le comité exécutif pour tout le temps valider ce que nous faisions. Alors on avait créé un groupe technique de travail qui avait les délégués des 3 composantes. Et c'est eux, au nom du comité exécutif, qui regardaient, qui scrutaient tout ce que nous faisions. Et à la fin, le travail est sorti. Conséquence de ce travail, c'est qu'il y a eu très peu de critiques. Ah bon? Très peu de critiques parce que tout le monde avait déjà participé. Nous étions débordés d'informations, On ne savait plus quoi mettre, quoi ne plus mettre. Et on a expliqué aux autres que c'était le rapport était progressiste et qu'on allait ajouter le reste des commentaires dans les rapports qui suivaient. Alors cette expérience de la RDC avait été très très bien accueillie. Donc l'image de la RDC était bien vendue. Très bien accueillie et le secrétaire international a même promis de traduire et de mettre ça à la disposition. Et c'était par thématique. On a publié selon les thématiques. Ah oui. Thématiques, on publiait progressivement.
mais tout a été publié avant le 30 juin. Avant le 30 juin, parce que ça devait être pris en compte par les validateurs. Et en plus, on a publié pour la première fois les états financiers. Les entreprises du portefeuille de l'État. Vous savez que la RDC, c'est un géant. On a 9 entreprises publiques. Ça n'existe nulle part. Ah bon? Nous avons 9 entreprises du portefeuille de l'État. Et comme c'était des entreprises qui posaient un peu problème... Mais c'est des canards boiteux jusqu'à ce jour. Qui posaient un peu problème. On a dû publier les états financiers. Et c'est lors des publications des états financiers qu'on a pu aussi voir que beaucoup d'entreprises travaillent pratiquement à perte. Voilà. Travaillent à perte. Mais entre-temps, elles étaient accusées de ne jamais payer les taxes. On a pu voir maintenant, c'est une problématique, on doit savoir pourquoi les entreprises du portefeuille de l'État travaillent à perte. Mais cette publication a permis de révéler, et même les entreprises elles-mêmes, elles sont très contentes, elles disent, on aurait dû faire ça depuis longtemps. Les états financiers sont là. Après, il y a eu la réunion de board meeting, de conseil d'administration, où beaucoup de décisions se prennent toujours, des validations, ceci, cela. On a aussi encore fait mention de cet exploit de la RDC qui a publié les rapports, parce qu'avec l'administrateur indépendant, on payait l'année, pour le rapport 2015, on a payé 130 000 $. Tandis qu'avec nous-mêmes qui publions, on a pris un validateur pour juste faire la réconciliation, c'est 55 000 $. Vous comprenez que le pays a gagné beaucoup. Oui, plus de la Surtout déjà que pour le rapport 2016, l'administrateur avait demandé jusqu'à 200 000 $. Alors, vous comprenez que maintenant, à la réunion sur la propriété réelle, c'est là aussi que la RDC est intervenue. Nous étions dans des panels. La RDC, nous étions dans un panel où nous avons expliqué que la propriété réelle, l'histoire de la propriété réelle est très, très liée à l'histoire de la RDC. Parce que nous avons été pays pilote. Pays pilote sans loi contraignante, sans même de définition, sans tout. Nous avons osé pour avoir le statut de pays pilote à Lima. Et la RDC, à cause de sa position géostratégique, au cœur de l'Afrique, avec au moins 8 pays limitrophes, nous avons beaucoup intérêt à ce que les vrais propriétaires des sociétés soient connus, parce que vous savez que la RDC regorge en son sein les richesses les plus convoitées dans le monde. Et avec l'essor maintenant des voitures électriques, on compte avec le cobalt du Congo. Le cobalt du Congo le Congo regorge près de 50% du cobalt mondial. Donc on a vraiment intérêt à ce qu'on puisse divulguer les propriétaires réels pour ne pas que la RDC devienne un sanctuaire de blanchiment, blanchiment pour les seigneurs de guerre qui pullulent la région. Donc nous, on est très, très intéressés. On avait une délégation très, très musclée, pilotée par le ministre d'État, ministre du Plan lui-même, les secrétariats techniques et tous les services connexes qui sont impliqués, tels que le CAMI, le cadastre minier, le guichet unique qui a été choisi, parce que c'est là que les déclarations doivent être faites. Et tous ces services-là, le secrétariat des hydrocarbures, qui sont impliqués, c'est eux qui vont garder aussi les registres des propriétaires réels. Nous étions là pour être formés, pour bien comprendre cette question. Il y avait une délégation de la GECAMI, parce qu'ils sont aussi impliqués. Dans cette matière, il y avait le conseiller du ministre et vraiment le secrétariat technique était allé très bien représenté. Nous étions à 4. Parce que c'est une matière qui nous intéresse énormément en RDC. Très bien, c'est une matière intéressante parce que beaucoup de gens spéculent dessus. Je vous ai parlé tout à l'heure de gens qui disent que la plupart des noms sont des prête-noms, sont des noms montés de toutes pièces et des entreprises qui s'est créées dans des îles vierges qui existent une année et puis l'autre année, ces entreprises sont sans capitaux. Eh bien, autant de choses se disent. C'est la plupart des cas aussi, ce sont des entreprises qui entrent dans les partenariats avec des entreprises étatiques. Et au fond, c'est des grands deals qui font que la RDC a fait beaucoup de pertes. Heureusement qu'avec cet engagement sur les publications des propriétaires réels, on pourra commencer à voir qui et qui ont quoi dans telle ou telle autre entreprise. C'est très important. Alors, M. Théodore, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, par rapport à la validation, puisqu'il y a de téléspectateurs qui nous suivent, ils doivent comprendre comment ça se passe. Et tout à l'heure, nous venons de souligner qu'il y a une équipe du secrétariat international qui est sur place, qui doit évaluer les niveaux de performance. Et évaluer les niveaux de performance, cette équipe doit rencontrer toutes les parties prenantes.
je dois rencontrer le membre de la société civile, le membre du gouvernement, essayer d'interchanger avec sur le déroulement de procès. Les entreprises. Oui, et avec les entreprises. Et c'est après qu'ils vont faire les rapports qu'ils vont transmettre au niveau du validateur. Oui, monsieur, parce qu'il y a aussi un problème là. Quand nous parlons de la société civile, elle est vraiment multiforme. Elle est vraiment une structure qui n'est pas plurielle. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais ici, quand nous parlons plus de la société civile... C'est pourquoi nous avons vu certaines personnes, même dans le comité exécutif, qui sont là depuis des années, qui... En fait, bon, on en parlera parce que là, c'est aussi un autre dossier. C'est pas là le problème. Le problème, c'est de cibler les membres de la société civile qui sont impliqués dans la thématique ressources naturelles. Et là, je ne peux pas m'en passer de féliciter ceux qui contribuent au débat. Aujourd'hui, le travail qui est autant, disons, apprécié au niveau international, c'est avec l'effort de la société civile, je précise bien, impliquée dans la thématique ressources naturelles, qui a une expertise. Nous les sentons souvent quand nous envoyons le document pour amélioration. Ils s'arrangent, ils mettent des stratégies en place pour pouvoir apporter des améliorations. Voilà. Donc, c'est de cette société civile que nous parlons. C'est vrai, elle est multi, mais nous nous limitons à la société civile qui est impliquée dans la gestion de ressources naturelles. Voilà, nous allons terminer l'émission, mais j'aurais bien voulu que vous me donniez chacun sa façon, sa vision, parce que la RDC est sous validation. J'ai dit sous validation. Quels seront les résultats? Est-ce que nous serons un pays satisfaisant? Un pays avec des progrès significatifs, un pays avec des progrès ou un pays qui n'a pas fait aucun progrès? Sur les 4 mentions selon vous, parce que vous avez le coordonnateur national, et j'ai le coordonnateur national adjoint, je commence par le coordonnateur national adjoint, quelle est selon vous la mention que nous pouvons avoir? Et aussi, ça sera une occasion de me donner votre mot de la fin. Oui, au regard du travail intensif qui est fait, lequel travail, nous ne sommes pas nous-mêmes juges. C'est l'extérieur qui nous juge, qui trouve que le travail que nous avons fait, c'est un travail professionnel qui va servir de modèle. Nous ne pouvons nous attendre qu'à la première mention. La deuxième peut-être, mais plus à la première mention, pourquoi pas? Pays satisfaisant. Pays satisfaisant. Parce qu'il faut tenir compte aussi des défis que nous avons. La RDC, c'est un continent, un sous-continent, où nous avons plus de 125 pays qui sont dans le cadrage des sociétés minières, autant de sociétés de l'État comme madame venait de le souligner. C'est un travail pas le moindre. Où il y a des coins aussi. Donc il y a beaucoup de réflexes. Nous avons eu, peut-être nous ne l'avons pas souligné ici, les rapports contextuels, ce qui n'est pas fait ailleurs, pour déterminer dans quelles conditions, dans quel cadre, dans quelles circonstances, tous ces chiffres ont été collectés et traités dans chaque secteur, que ce soit le secteur minier, que ce soit le secteur... C'est un travail vraiment très professionnel. Et avec tous ces efforts que nous avons fournis, nous ne pouvons nous attendre qu'à cette mention. Un mot de la fin, je vais peut-être l'adresser d'abord aux membres de la société civile en les remerciant pour leur participation active. C'est vrai que dans le... Comme l'a dit un auteur, Saint-Exupéry, sur cette raison, il y a toujours des problèmes. C'est vrai que s'il y a des problèmes, il faut toujours établir des stratégies en place pour pouvoir les traiter. Au monde intellectuel, en tout cas, nous avons besoin aujourd'hui de la recherche appliquée. C'est-à-dire quoi? Il y a des problèmes qui se posent dans notre société qui nécessitent une recherche appliquée pour pouvoir répondre tant soit peu à ce problème-là. Qu'ils s'imprègnent de ce que nous faisons à l'ITIE, qu'ils recourent à notre site où toute la documentation est postée. Et les professeurs et les étudiants, qu'ils s'imprègnent. Pourquoi pas insérer comme programme de cours, là je m'adresse aux autorités académiques et au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Pourquoi pas insérer certains cours à caractère de bonne gouvernance, de transparence, gestion des ressources naturelles, parce que c'est ces activités-là qui peuvent booster le développement dans notre pays. Merci, M. Théodore Piana.
Je rappelle, vous êtes coordonnateur adjoint chargé des questions administratives et financières. Madame Thérèse Olen Anyang, selon vous, la mention que nous pouvons avoir après cette validation, donc je rappelle qu'en 2016, nous étions pays conforme à l'ITIE, un statut important. Par rapport à la qualité de travail qui est produit à l'ITIE RDC, et j'ai vu combien de collègues venaient me demander s'ils peuvent venir apprendre chez nous. J'ai vu le coordonnateur de Guinée, de beaucoup de pays qui nous ont dit, en tout cas, on aimerait bien venir apprendre chez vous. Même M. Badi Baldé nous a dit qu'on était une école, on pouvait faire apprendre aux autres ITIE. Et moi, je pense que la mention qui nous convient, en toute indépendance, c'est progrès satisfaisant. C'est progrès satisfaisant, mais maintenant, vous savez, l'ITIE a été créé pour une durée. Ce n'était pas une institution qui doit se pérenniser. Nous sommes concentrés à l'intégration. Comment intégrer les principes ITIE dans les systèmes gouvernementaux, les systèmes des entreprises. Pas plus tard qu'hier, avant-hier, nous avions un atelier financé par la GIZ, que je remercie en passant, où nous avons appelé les décideurs de toutes les entreprises, les structures de l'État qui sont impliquées, parce que nous voulons passer à la divulgation à la source. Au lieu d'attendre des données d'il y a 2 ans, si on peut prendre directement à la source, quand quelqu'un vient créer, on prend son nom, tous les détails. Quand quelqu'un part payer directement, on peut suivre ça en ligne et ça va aller. Mais j'aime beaucoup mon pays. J'aime toujours dire que ce pays, je l'adore. C'est un pays que j'adore. J'ai vécu à l'étranger, j'ai fait tout ce que j'ai fait, mais quand je suis rentrée ici, j'ai trouvé que c'est un paradis. Et tous les Congolais doivent réaliser que le Seigneur nous a déjà donné le paradis. Le paradis, c'est notre RDC. Il ne faut pas qu'on aille chercher un paradis ailleurs. Qu'on soit soudés, qu'on s'aime beaucoup et ça va aller. Ça va aller. Nos autorités sont conscientes maintenant que nos richesses doivent nous profiter. Doivent nous profiter. Elles-mêmes, ces autorités, se sont dit que cette fois-ci, ces richesses doivent profiter aux populations. Saisissons l'occasion et aimons notre pays. Merci beaucoup. Merci, Madame Thérèse Olen Anyang, coordonnateur national de l'ITIE. Merci. Mesdames, Messieurs, vous qui avez des questions, continuez à nous les poser. Il y a juste une référence SMS en bas. Vous pouvez poser vos questions. Nous allons les transmettre à la coordination nationale de l'ITIE et vous aurez toujours des réponses. Et comme vous le savez, depuis une année, ils sont à la tête de l'ITIE, le coordonnateur national adjoint, et ils ont gardé silence un moment. Et aujourd'hui, ils brisent les silences. Vous avez entendu, vous avez suivi des réponses à toutes les questions que nous avons posées. Si vous avez des informations à voir encore, le site de l'ITIE, M. Théodore, vous pouvez le www.itierdc.net. Voilà, on rappelle, le site de l'ITIE, c'est www.itierdc.net. D'abord, nous allons écrire en bas et vous pouvez bien y aller, avoir toutes les informations sur toutes les entreprises et aussi sur tout ce que les entreprises payent à l'État et ce que l'État a aussi certifié avoir perçu. Mesdames, Messieurs, nous disons merci et nous fixons rendez-vous pour notre numéro de l'émission Horizon Ressources Naturelles.